Qui accepterait de se porter volontaire pour être envoyé à Auschwitz? En septembre 1940, un officier de cavalerie polonais nommé Witold Pilecki l'a fait exactement. Sa mission pour l'armée secrète polonaise n'était pas de s'évader, mais d'infiltrer. Sous la fausse identité de Tomasz Serafiński, il est entré dans le camp avec un objectif clair. Découvrir la vérité sur les atrocités nazies que personne à l'extérieur ne comprenait encore. Ce n'était pas un rêve, un acte désespéré, mais une opération militaire calculée. Ce qu'il découvrit à l'intérieur allait bouleverser la perception mondiale de la guerre et la nature même du mal. L'armée secrète polonaise, connue sous son acronyme polonais TAP, opérait dans un quasi-blackout total d'informations concernant Auschwitz. Des rumeurs vagues et horribles filtraient du camp, des histoires de passage à tabac systématique, de famine et d'exécutions sommaires. Mais pour les planificateurs militaires qui tentaient de comprendre la menace nazie, ces fragments étaient inutiles. Il leur manquait les données concrètes nécessaires à une évaluation stratégique. La disposition du camp, la force de sa garnison, sa véritable finalité. Ils avaient besoin de renseignements recueillis avec l'œil d'un soldat et non du récit traumatisé d'un évadé. Cette lacune en matière de renseignement exigeait un agent capable de résister à une pression psychologique et physique extrême. La mission nécessitait un officier à la résilience éprouvée, quelqu'un dont l'esprit stratégique resterait lucide sous la torture et dont les compétences organisationnelles permettraient de bâtir un réseau clandestin à partir de rien. La désespérance était un handicap. Un courage froid et calculé était la condition préalable. Witold Pilecki, vétéran de la guerre polono-soviétique et officier de renseignement dévoué, possédait précisément ces qualités. Sa sélection reposait sur le mérite, non sur la malchance. Les paramètres de sa mission étaient définis avec une précision militaire. Il devait se faire arrêter et emprisonner délibérément à Auschwitz. Une fois à l'intérieur, ses objectifs étaient au nombre de 4. Évaluer avec précision les conditions et la sécurité du camp. Organiser un mouvement de résistance cohérent parmi les prisonniers. Établir un canal fiable pour les rapports de renseignement et, en fin de compte, faire un compte-rendu, avec ses découvertes. Ce n'était pas une mission suicide au sens conventionnel du terme. Il s'agissait d'une mission de reconnaissance à haut risque visant l'épicentre de l'appareil de terreur nazi. Le succès de l'opération dépendait entièrement de la capacité de Pilecki à maintenir son identité de couverture, Tomasz Serafiński, sous une surveillance et une brutalité incessantes. Il devait jouer de manière convaincante le rôle d'un civil capturé, endurant la même initiation déshumanisante que tous les autres prisonniers, sans jamais révéler sa véritable mission. L'audace du plan résidait dans son inversion totale de la logique militaire habituelle, où chaque instinct pousse à éviter la capture. Les ordres de Pilecki étaient de la rechercher. Son entrée dans le camp, le 19 septembre 1940, fut l'aboutissement d'une opération militaire délibérée et calculée. Chaque étape était planifiée. Sa capture constituait le premier objectif réussi de la mission. Que ressent un homme qui entre en enfer, les yeux ouverts? Pour Witold Pilecki, ce sentiment était une concentration absolue. Le 19 septembre 1940, il s'est délibérément placé sur le chemin d'une rafle allemande dans les rues de Varsovie. Il ne portait ni armes ni documents secrets. Ses seules possessions étaient de faux papiers l'identifiant comme Tomasz Serafiński et la force mentale requise pour affronter ce qui allait suivre. La transition de l'homme libre au prisonnier fut immédiate et brutale. Il fut traité comme des centaines d'autres, passant par le même système. À Auschwitz, on lui attribua le numéro 4859. Ce numéro n'était pas seulement un identifiant, c'était la marque officielle de sa nouvelle existence. Les SS le photographièrent sous 3 angles, documentant sa transformation forcée en détenu vêtu de l'uniforme rayé bleu cobalt et blanc du camp. Alors que les autres nouveaux arrivants étaient saisis par la terreur et la désorientation, l'entraînement de Pilecki prit le dessus. Il observa le système de traitement avec l'œil analytique d'un soldat. Il nota les routines des gardiens,
la disposition du camp, les faiblesses de leur procédure. Le choc initial ne venait pas de la violence sporadique, mais de l'effrayante efficacité industrielle de toute l'opération. C'était un système conçu pour la déshumanisation, et il fonctionnait avec une précision mécanique implacable. Sa première tâche, et la plus cruciale, était de consolider sa couverture. Il devait devenir totalement Tomasz Serafiński, s'imposant comme un prisonnier politique non menaçant. Il endura la même initiation brutale que tous les autres. Les coups, la faim, le travail harassant dans les champs sans vêtements adéquats ni protection contre les éléments. Il portait les sabots en bois et subissait les mêmes conditions, mais son esprit fonctionnait sur un autre plan. Sa discipline militaire lui permettait de se détacher de l'horreur immédiate. Il voyait le camp non seulement comme un lieu de souffrance, mais comme un champ de bataille qu'il fallait cartographier. Chaque détail était une information précieuse. La géographie, les rotations des gardes, la hiérarchie entre les prisonniers, tout cela constituait des données à recueillir et à analyser. Cette perspective était son seul bouclier contre le désespoir écrasant. L'entrée de Pilecki à Auschwitz fut une véritable leçon d'espionnage, dans les conditions les plus extrêmes imaginables. En un seul geste calculé, l'officier de cavalerie polonais disparut et le prisonnier 4859 commença son travail. La mission était désormais en cours, sa transformation était achevée et la véritable bataille pour l'information avait commencé à l'intérieur des barbelés. Comment construit-on une unité militaire à l'intérieur d'un camp de la mort? Le défi n'était pas seulement organisationnel, mais existentiel. Les premières évaluations de Pilecki décrivaient Auschwitz comme un camp en état de flux brutal. Il fonctionnait principalement comme un site de travail punitif pour les prisonniers polonais, un lieu conçu pour briser les hommes par le surmenage, la faim et la violence arbitraire. Cet environnement exigeait une structure de résistance à la fois résiliente et invisible. Il commença prudemment, identifiant des alliés potentiels parmi les cercles de résistance informels existants chez les prisonniers politiques polonais. À partir de ces liens fragiles, il construisit méthodiquement le Związek Organizacji Wojskowej, l'Union de l'organisation militaire, ou ZOW. Ce n'était pas un simple rassemblement de dissidents. C'était une armée clandestine, structurée avec une précision militaire pour maximiser la sécurité et l'efficacité opérationnelle. L'architecture du camp dictait la structure même du ZOW. Les blocs de prison individuels devenaient l'équivalent de sections. Plusieurs blocs formaient des divisions, qui se regroupaient ensuite en bataillons. Cette organisation hiérarchique était essentielle à la sécurité opérationnelle. Un membre d'une cellule ne connaissait que quelques autres personnes. En cas de capture et de torture, les dégâts qu'il pouvait causer restaient limités. L'ensemble du réseau formait une pyramide de compartiments isolés. Une défense nécessaire contre la menace constante d'infiltration et d'informateurs SS. Les objectifs initiaux du ZOW étaient pragmatiques, centrés avant tout sur la survie. Ils s'efforçaient d'améliorer la distribution alimentaire déplorable, une question de vie ou de mort. Ils organisaient le sabotage des corvées de travail particulièrement brutales, ralentissant le rythme d'un labeur explicitement conçu pour tuer. Ils distribuaient des vêtements supplémentaires volés ou introduits en contrebande depuis les entrepôts du camp. Ils diffusaient des nouvelles du monde extérieur, un puissant antidote au désespoir cultivé par les SS. Pilecki utilisait son autorité d'ancien officier pour insuffler un sens crucial de la discipline et du but. Il transforma un groupe d'hommes désespérés en une unité coordonnée. Le réseau grandissait avec une lenteur extrême, témoignage direct du risque immense de toute activité organisée. Chaque nouveau membre représentait une vulnérabilité potentielle. Chaque conversation chuchotée comportait le risque d'être découverte. L'existence du ZOW était un acte de défi profond. C'était une structure militaire sophistiquée opérant sous le nez des SS, dont les objectifs principaux étaient la survie des détenus et la collecte systématique de renseignements. Cela prouvait que, même au sein de la machine méticuleusement conçue d'un camp de concentration,
la capacité humaine d'organisation et de solidarité ne pouvait pas être totalement anéantie. Cette armée secrète devint la colonne vertébrale de l'opération de renseignement de Pilecki, une bouée de sauvetage pour les prisonniers et un défi direct à leurs geôliers. L'emprisonnement de Pilecki coïncida avec le changement fondamental de la mission d'Auschwitz. Le camp avait commencé son existence comme une institution pénitentiaire brutale pour les prisonniers politiques polonais, mais sa fonction était en train d'évoluer. Le tournant survint avec la construction d'un nouveau camp à 3 km de là. Les nazis présentèrent cette expansion, commencée en octobre 1941, comme une augmentation nécessaire de la capacité. Ils l'appelèrent Auschwitz II Birkenau. En réalité, sa conception annonçait un tournant bien plus sombre. Ce nouveau camp fut conçu dès le départ, non pas pour la détention, mais pour l'extermination de masse. L'arrivée des premiers prisonniers de guerre soviétiques à la fin de 1941 marqua un nouveau degré de brutalité. Ces prisonniers furent soumis à des conditions encore plus sévères que celles endurées par les Polonais. C'est sur ce groupe que la SS mena une expérience cruciale. Le réseau de Pilecki a documenté la première utilisation du gaz Zyklon B sur ces prisonniers de guerre soviétiques. Ce produit chimique, à l'origine un pesticide, fut testé dans des chambres scellées au sous-sol d'un bâtiment du camp principal. C'était le sinistre prototype du processus de mise à mort industrielle qui serait bientôt perfectionné à Birkenau. Les exécutions occasionnelles, presque aléatoires, des premiers jours du camp étaient désormais remplacées par des meurtres systématiques à la chaîne. La machine de la mort était réglée pour une efficacité maximale. Cette transformation a contraint la ZAU à réévaluer sa propre mission. L'objectif initial d'organiser un soulèvement armé au sein du camp commença à paraître non seulement impossible, mais presque secondaire. Un nouvel objectif, plus urgent, est devenu prioritaire: documenter le génocide. Pilecki et ses hommes comprirent qu'ils n'étaient pas simplement témoins d'une prison sordide, mais du cœur même des opérations, de la solution finale. Ces rapports, acheminés clandestinement à Varsovie, devenaient de plus en plus urgents. Ils commencèrent à détailler la construction spécifique des grandes chambres à gaz et des crématoires à Birkenau. Il nota l'arrivée du premier convoi juif en provenance de Slovaquie en mars 1942, un convoi qui fut soumis à la sélection dès son arrivée. C'était la nouvelle routine terrifiante. Les gens étaient triés sur le quai, la majorité étant envoyée directement dans les chambres à gaz. Auschwitz se transformait d'un camp de travail à forte mortalité en moteur principal de la Shoah. Pilecki fut un témoin direct de cette métamorphose. Ces renseignements fournissaient au monde extérieur un compte-rendu chronologique de l'évolution du camp en une usine de mort. Il comprenait que les preuves qu'il rassemblait ne concernaient plus seulement les conditions à l'intérieur d'une prison. C'était la preuve d'une politique d'État de meurtre à l'échelle industrielle. La mission de la ZAU avait évolué, passant de la résistance au témoignage. Leur tâche était de faire en sorte que le monde ne puisse pas prétendre ignorer ce qui se passait derrière les murs d'Auschwitz-Birkenau, où se trouvait l'endroit le plus sûr dans un camp de la mort. Dans la logique perverse d'Auschwitz, la réponse était souvent l'infirmerie. Ce n'était pas un sanctuaire de guérison, mais cela offrait une marge de sécurité cruciale que le reste du camp refusait. Le bloc hospitalier devint le centre nerveux opérationnel du réseau de renseignement de Pilecki. Son importance résidait dans les opportunités uniques qu'il offrait pour la subversion sous couvert de nécessité médicale. Des médecins et des infirmiers compatissants, membres du ZAU, utilisèrent leur position pour accomplir des actes de profonde défiance. Ils avaient le pouvoir de falsifier des documents médicaux et de modifier les dossiers des prisonniers. Un simple diagnostic pouvait transformer un prisonnier destiné à la sélection en quelqu'un jugé trop malade pour être déplacé, lui sauvant ainsi temporairement la vie. Cette manipulation des propres systèmes bureaucratiques du camp était un art délicat et dangereux. La moindre erreur de calligraphie ou un tampon incohérent pouvait révéler toute l'opération. L'hôpital offrait l'un des seuls environnements où des conversations longues et discrètes étaient possibles.
Dans les baraquements, les prisonniers étaient sous surveillance constante. À l'infirmerie, des discussions à voix basse pouvaient être dissimulées par les bruits de la maladie et l'autorité supposée du personnel médical. C'est lors de ces conversations que les renseignements étaient rassemblés. Des plans étaient élaborés et la structure du ZAO était maintenue. Le flux d'informations, si crucial pour la résistance, trouvait son canal le plus fiable entre ces murs. Les fournitures médicales elles-mêmes devenaient des instruments de guerre. Médicaments, rations alimentaires supplémentaires et bandages étaient détournés des stocks de la SS pour renforcer les membres clés de la résistance. Maintenir en bonne santé un chef de cellule ou un courrier fiable était un impératif stratégique. Un prisonnier affaibli par la maladie ou une blessure était inutile au réseau et vulnérable à la sélection. Cette redistribution clandestine des ressources constituait une riposte directe à la politique délibérée d'affaiblissement du camp. Ce pouvoir plaçait le personnel médical dans une position de lourde responsabilité morale. Ils étaient contraints de prendre des décisions de tri déchirantes, décidant souvent qui recevrait une aide vitale et qui serait laissé à mourir faute de ressources suffisantes. Pilecki lui-même bénéficia directement de ce système. Lors d'une grave crise de typhus, le réseau s'est assuré qu'il reçoive des soins à l'infirmerie, ce qui lui a permis de se rétablir et de poursuivre sa mission. Le fonctionnement de l'hôpital était un jeu constant de tromperie à haut risque, mené contre les SS. Chaque document falsifié, chaque comprimé détourné, chaque rapport chuchoté était un acte de rébellion. Il fonctionnait comme un quartier général clandestin, utilisant la couverture légitime des soins médicaux pour sauver des vies et faciliter le travail de renseignement qui finirait par révéler les horreurs du camp au monde entier. Comment fait-on pour faire sortir un message d'une forteresse hermétiquement close? Le ZAU a mis en place un réseau complexe et dangereux pour briser l'isolement d'Auschwitz. Ce système était le système circulatoire du réseau, son seul moyen de transmettre les renseignements qui constituaient sa raison d'être principale. Le processus était semé de dangers à chaque étape, de la rédaction du rapport jusqu'à sa livraison finale à Varsovie. Les rapports étaient rédigés sur n'importe quel bout de papier disponible et dissimulé. Les prisonniers utilisaient une écriture minuscule sur des formulaires volés ou dans les marges de documents jetés. Certains messages étaient entièrement mémorisés par des courriers de confiance, éliminant ainsi toute preuve matérielle, mais faisant peser une immense responsabilité sur une seule personne. La méthode la plus courante consistait à dissimuler ces minuscules rouleaux dans le linge des prisonniers affectés à des corvées à l'extérieur du camp principal. Les uniformes et draps souillés étaient récupérés par des ouvriers civils, créant ainsi un canal vital, bien que peu prévisible. Ces ouvriers civils constituaient le maillon le plus crucial de la chaîne. Des civils polonais, dont beaucoup étaient des travailleurs forcés, entraient chaque jour dans le camp pour des travaux de construction, d'entretien et d'autres tâches. Ils circulaient avec une liberté que les prisonniers ne pouvaient jamais avoir. Le ZAU identifiait parmi eux des personnes compatissantes, prêtes à risquer leur propre vie pour faire passer des informations au-delà des gardes SS aux portes. Une poignée de main, un bref échange dans un angle mort, un billet glissé dans une poche. Ces petits actes de courage maintenaient la filière en activité. À partir de ces civils, les rapports entamaient leur voyage vers le quartier général de l'armée de l'intérieur à Varsovie. Ils passaient par une série de boîtes aux lettres clandestines et de contacts souterrains à travers la Pologne occupée. Chaque transmission représentait un point de défaillance potentiel. Le contenu de ces dépêches a considérablement évolué au fil du temps. Les premiers rapports portaient sur les conditions du camp, la brutalité des gardiens, les rations de famine, les taux de mortalité dus aux maladies et au surmenage. À mesure que le camp se transformait, le renseignement évoluait lui aussi. Les rapports de Pilecki commencèrent à contenir des données concrètes et vérifiables sur le processus d'extermination. Elles incluaient des décomptes précis de morts pour chaque convoi,
les horaires des trains amenant de nouvelles victimes à Birkenau, ainsi que des détails techniques exacts sur les chambres à gaz et les crématoires nouvellement construits. Il ne s'agissait plus de simples témoignages, mais d'une documentation de niveau militaire sur un génocide. Chaque transmission réussie constituait une petite victoire contre le blackout informationnel total imposé par le régime nazi. C'était la preuve que leur forteresse n'était pas impénétrable, mais le risque d'être découvert restait constant. La Gestapo s'efforçait activement d'identifier et d'éliminer les membres de la résistance. Un seul courrier capturé, brisé sous la torture, pouvait révéler tout le réseau, entraînant l'arrestation, la torture et l'exécution de dizaines de personnes. Toute l'opération tenait en équilibre sur le fil du rasoir. Le réseau de renseignement de Pilecki réussit à percer le voile de secret que les nazis avaient dressé autour d'Auschwitz. Il fournissait au gouvernement polonais en exil, puis aux alliés occidentaux, un flux constant de données vérifiées et terrifiantes. Ces rapports, qui seront plus tard compilés sous le nom de rapport VTOL, devinrent les premiers comptes rendus complets d'un camp de la mort de l'Holocauste à parvenir au monde extérieur. Il constituait une source principale de renseignements, offrant une preuve indéniable de l'extermination systématique en cours. Ce réseau était la bouée de sauvetage de la mission, et contre toute attente, il a tenu. Que signifie complet? À quoi ressemble une preuve de génocide? Dès 1942, les dépêches individuelles sorties clandestinement par le réseau de Pilecki commencèrent à se fondre en un document principal unique. Cette compilation, qui deviendra plus tard connue sous le nom de rapport de Witold, n'était pas un simple message précipité. Il s'agissait d'une analyse cumulative et méticuleusement détaillée de l'ensemble du fonctionnement du camp. Le rapport représentait l'objectif ultime de sa mission: fournir une vision incontestable, à hauteur de soldats, de la machine de mort. Le document décrivait méthodiquement la géographie du camp avec la précision d'une carte militaire. Il exposait l'administration, nommait la structure de commandement et précisait les rôles spécifiques des principaux officiers SS. Il détaillait les routines quotidiennes brutales imposées aux prisonniers, des appels avant l'aube aux corvées de travail épuisantes. Mais il allait bien au-delà de la simple description. Le rapport fournissait des chiffres exacts sur la mortalité des prisonniers. Il calculait la capacité des nouvelles installations d'extermination construites à Birkenau, offrant des chiffres froids et précis sur l'ampleur de l'opération. Pilecki incluait les noms des auteurs SS individuels et documentait leurs actions spécifiques. C'était un élément crucial qui transformait des accusations abstraites en crimes imputables. Le ton, tout au long du rapport, était délibérément clinique. C'était un rapport rédigé par un soldat à l'intention de planificateurs militaires et de responsables gouvernementaux. Sa force résidait dans la présentation impartiale de faits horrifiants. Il évitait tout langage émotionnel, s'appuyant plutôt sur le poids accablant de données vérifiables. Il présentait un argument clair et dévastateur. Le rapport indiquait que l'objectif principal du camp avait fondamentalement changé. Auschwitz n'était plus principalement un camp de détention ou de travail. Sa fonction centrale était désormais l'extermination. Cette évaluation reposait sur son observation directe du processus systématique de sélection, de gazage et de crémation qui avait été mis en place. Ce document était l'aboutissement de près de 3 années de travail clandestin à l'intérieur du camp. C'était la preuve que Pilecki pensait pouvoir et devoir inciter les puissances alliées à agir directement. Les rapports étaient envoyés par des canaux clandestins au gouvernement polonais en exil à Londres. De là, ils étaient partagés avec les services de renseignement britanniques et d'autres alliés. Le rapport de VTOL est devenu la principale source de renseignements sur Auschwitz-Birkenau pour les alliés occidentaux. Il les informait du déroulement de l'Holocauste dans des détails saisissants et indéniables. C'était le premier témoignage complet et interne du meurtre systématique et industriel perpétré par le régime nazi. L'information était désormais entre leurs mains. La question n'était plus celle de la preuve, mais celle de la réponse. Le rapport mettait à nu la réalité de la solution finale.
Mettant le monde au défi de reconnaître une vérité qu'il semblait réticent à affronter, la preuve était irréfutable. La balle était désormais dans le camp des nations les plus puissantes de la planète. Que fait-on lorsque l'on détient les preuves mais que personne n'agit? Pour Witold Pilecki, la réponse fut d'intensifier ses appels avec une détresse croissante. Ses rapports de renseignement, autrefois centrés sur la documentation, contenaient désormais des appels explicites et répétés à une intervention militaire des Alliés. Il croyait que les informations qu'il fournissait créaient une obligation morale et stratégique d'agir. L'ampleur même des massacres exigeait une réponse dépassant la simple observation passive. Ses propositions initiales étaient tactiques. Il préconisait un largage d'armes et d'explosifs dans le camp. L'objectif était d'armer les prisonniers du Zaou pour une révolte de masse. Il soutenait qu'une rébellion armée, aussi désespérée soit-elle, valait mieux que l'extermination systématique qui décimait la population du camp. Ce plan reflétait sa mentalité militaire. Il voyait le camp comme une forteresse qui pouvait être attaquée de l'intérieur si l'on en donnait les moyens. À mesure que les tueries s'intensifiaient en 1943 et 1944, ces demandes devenaient plus radicales. Témoin de l'arrivée incessante des trains et de l'efficacité industrielle des chambres à gaz, il changea de stratégie. Il commença à supplier les forces aériennes alliées de bombarder le camp. Son argumentation était d'une précision glaçante. Il ne proposait pas de bombarder les baraquements des prisonniers. Il réclamait des frappes ciblées contre la véritable machinerie de la mort, les crématoires et les voies ferrées menant à Auschwitz-Birkenau. Il estimait que la destruction des chambres à gaz et des voies ferrées paralyserait le processus d'extermination. Cela permettrait de sauver d'innombrables vies en perturbant la logistique de la solution finale. C'était un calcul brutal et utilitariste, fait depuis la position d'un témoin insoutenable. Il comprenait le risque encouru par les prisonniers sur place, mais il pensait que l'alternative, laisser les tueries se poursuivre sans entrave, était bien pire. Ces appels urgents furent transmis par le gouvernement polonais en exil au commandement militaire britannique et américain. Elles atterrirent sur les bureaux des planificateurs à Londres et à Washington. La réponse des Alliés fut un exemple d'hésitation bureaucratique et de calcul stratégique. Les demandes ne furent pas rejetées d'emblée, mais elles s'insérèrent dans un réseau complexe de priorités militaires. Les planificateurs débattirent de la faisabilité d'une telle mission. Les forces aériennes étaient fortement engagées dans la campagne de bombardement stratégique contre les cibles industrielles et militaires allemandes. Un raid de précision sur Auschwitz aurait nécessité de détourner des bombardiers de ses objectifs principaux. Le camp se trouvait également à la limite extrême de la portée des bombardiers alliés, rendant la mission logistique difficile et risquée pour les équipages. D'autres objections firent surface. Certains responsables craignaient que bombarder le camp ne tue des prisonniers, créant ainsi une victime de propagande. Pour les nazis, il y avait aussi une sous-estimation persistante de la fiabilité du rapport et une incapacité à saisir pleinement la nature industrielle unique du génocide. Le débat fut marqué par une analyse glaçante du rapport coût-bénéfice, où des vies humaines étaient pesées face à l'opportunité militaire. Depuis l'intérieur du camp, Pilecki ne pouvait pas comprendre cette inaction. Alors qu'il documentait l'arrivée de train après train, ses appels prenaient un ton d'incrédulité. Il avait fourni les preuves. Il avait indiqué les cibles. Les Alliés disposaient des moyens. Pourtant, les trains continuaient d'arriver. Les crématoires continuaient de fonctionner. Le fossé entre la réalité qu'il documentait et les priorités de l'effort de guerre allié était total. Ces appels directs à bombarder Auschwitz ont mis en lumière un échec tragique à répondre à la Shoah avec l'urgence qu'elle exigeait. La décision de ne pas agir demeure l'un des chapitres les plus controversés et moralement complexes de la Seconde Guerre mondiale. Les paramètres initiaux de la mission de Pilecki incluaient un objectif final crucial, organiser un soulèvement armé depuis l'intérieur du camp. Ce n'était pas un espoir vague, mais un plan militaire concret. La ZAU était devenue un réseau structuré,
mais son potentiel d'action offensive se heurtait à des obstacles insurmontables. La population du camp était systématiquement affaiblie par la faim, la maladie et un labeur incessant. Les hommes qui auraient pu constituer le noyau d'une rébellion étaient physiquement épuisés. Leur corps était poussé à la limite absolue de l'endurance. La garnison SS représentait un défi militaire redoutable. Ils étaient bien armés, occupaient des positions fortifiées avec des nids de mitrailleuses et contrôlaient le périmètre du camp, les miradors offrant des lignes de tir dégagées. La géographie même du complexe du camp rendait une attaque coordonnée presque impossible. Auschwitz-Stams et la vaste étendue de Birkenau étaient séparés par plusieurs kilomètres. Coordonner une attaque simultanée sur une telle distance, sans communication fiable et avec une force affaiblie, relevait du cauchemar tactique. Le plan fut officiellement présenté au haut commandement de l'armée de l'intérieur à Varsovie. Leur évaluation fut sévère et sans équivoque. Les planificateurs militaires ont examiné les renseignements et ont conclu qu'un soulèvement interne sans attaque externe simultanée des forces partisanes serait un massacre assuré. Ils ont refusé d'autoriser le plan. La direction de l'armée de l'intérieur a estimé qu'une telle action entraînerait l'anéantissement complet des prisonniers sans atteindre d'objectifs stratégiques significatifs. L'attaque extérieure qu'ils jugeaient nécessaire ne s'est pas matérialisée. Les ressources alliées et celles des partisans polonais étaient engagées ailleurs sur le territoire occupé. Pour Pilecki, ce refus fut un coup dur, tant sur le plan stratégique que moral. Cela représentait l'échec d'un élément central de sa mission. L'espoir de libérer le camp de l'intérieur, de transformer les prisonniers en une armée capable de riposter contre leurs geôliers, s'est éteint. Cela a forcé un changement fondamental dans son rôle et sa mission. Il ne pouvait plus agir en tant que chef de la résistance préparant la libération. Sa fonction se réduisait désormais à celle de témoin principal. Son objectif passait de l'organisation d'un soulèvement à la nécessité d'assurer sa propre évasion. Il devait livrer son témoignage en personne, devenir la voix de ceux qui ne pouvaient s'échapper. L'acte de témoigner, de porter hors du camp toute l'horrible vérité, devint le nouvel objectif primordial. Le refus du plan d'insurrection marqua un moment décisif. Cela transforma la mission de Pilecki, passant de la résistance active au témoignage ultime. Sa valeur ne résidait plus dans sa capacité à mener un combat à l'intérieur des barbelés, mais dans sa faculté à survivre et à raconter au monde ce qu'il avait vu. Ce réajustement des priorités prépara le terrain pour la prochaine phase, la plus dangereuse de son opération, une évasion délibérée et audacieuse d'Auschwitz. Comment un témoin clé peut-il sortir d'une prison de haute sécurité? Au printemps 1943, Witold Pilecki conclut que sa présence continue à l'intérieur d'Auschwitz avait une valeur stratégique décroissante. Le réseau ZAO était établi et fonctionnait. Le circuit de renseignement était opérationnel. La tâche la plus cruciale était désormais de transmettre son témoignage complet directement au commandement allié. Il pensait qu'un débriefing personnel, soutenu par tout le poids de son expérience, était la seule chose qui pourrait enfin les pousser à agir. Ces rapports écrits, aussi détaillés soient-ils, manquaient de l'impact viscéral d'un témoignage de première main. Le plan d'évasion était une opération militaire méticuleusement préparée. Elle fut coordonnée avec deux membres de confiance du ZOV, Jan Redzaj et Edward Czesielski. L'occasion se présenta dans la nuit du 26 avril 1943. Les trois hommes furent affectés à un service de nuit à la boulangerie du camp, un poste situé à l'extérieur de la clôture principale d'Auschwitz. Cet emplacement extérieur était crucial. Il offrait un chemin direct pour s'éloigner des secteurs les plus surveillés du camp. Leur plan était audacieux dans sa simplicité. Ils prirent volontairement le service tardif, attendant un moment de vulnérabilité. Ils maîtrisèrent le seul garde SS posté à la boulangerie, coupant les lignes téléphoniques du camp pour retarder l'alerte. À l'aide d'une clé dupliquée qu'ils avaient fabriquée, ils déverrouillèrent la porte arrière et s'enfuirent dans l'obscurité.
La fuite initiale fut rapide, mais le véritable danger commença dès qu'ils furent hors des barbelés. Ils étaient désormais des fugitifs au cœur de la Pologne occupée, un territoire grouillant de patrouilles allemandes et d'informateurs. Leur route vers la sécurité fut une traversée en territoire hostile. Ils avançaient la nuit et se cachèrent le jour. Ils comptaient entièrement sur la résistance polonaise pour se loger, passant d'une planque à une autre. Le réseau qui les avait soutenus à l'intérieur du camp étendait désormais sa protection à l'extérieur. Chaque pas les rapprochait de Varsovie, mais augmentait aussi le risque d'être capturés. La Gestapo allait lancer une vaste chasse à l'homme pour retrouver les 3 prisonniers évadés. L'évasion de Pilecki fut un succès tactique retentissant. Il avait accompli l'impossible, une sortie volontaire d'Auschwitz. Mais cette victoire eut un prix lourd à payer. Cela signifiait qu'il devait laisser derrière lui son réseau Zao. Il mettait toute l'organisation en danger car les SS allaient inévitablement intensifier leurs recherches de collaborateurs à la suite de l'évasion. Il pariait que la valeur de son témoignage personnel l'emporterait sur le danger potentiel pour ceux qui restaient. Son arrivée à Varsovie, quelques jours plus tard, marqua la fin d'une mission et le début d'une autre. Il avait physiquement emporté la vérité hors du camp. La prochaine étape consistait à transmettre cette vérité au plus haut niveau de la résistance polonaise et, par leur intermédiaire, aux puissances alliées. L'évasion n'était pas un acte d'autopréservation. C'était le dernier coup calculé d'une opération de renseignement menée sur 3 ans, exécutée dans le seul but de forcer le monde à affronter la réalité de l'Holocauste, avec l'autorité d'un témoin oculaire ayant vécu en son épicentre. Que se passe-t-il lorsque le messager délivre enfin le message? Pour Witold Pilecki, la réponse fut un débriefing épuisant, durant plusieurs jours, avec le haut commandement de l'armée de l'intérieur à Varsovie. Ce n'était pas une simple conversation. Il s'agissait d'un débriefing militaire formel, conçu pour extraire chaque détail de sa mission de près de 3 ans à l'intérieur d'Auschwitz. Il fournit un compte-rendu verbal complet qui comblait les lacunes essentielles laissées par ses rapports écrits passés en contrebande. Il décrivit l'ampleur des massacres en des termes qui choquèrent même les chefs de la résistance les plus aguerris. Ces hommes connaissaient bien les brutalités de l'occupation, mais le témoignage de Pilecki révélait une nouvelle dimension de l'horreur. Son récit incluait désormais le sort précis des convois juifs qui, en 1943, étaient devenus les principales victimes de la machine du camp. Il détailla le processus de sélection sur la rampe à Birkenau, le rassemblement systématique dans les chambres à gaz et l'élimination industrielle des corps. Il fournit des noms, des chiffres et des chronologies qui transformèrent des rumeurs abstraites en un récit concret et vérifiable du génocide. Tout au long de ce processus, il réitéra son appel désespéré à une action militaire immédiate. Il croyait que son témoignage personnel, livré avec l'autorité d'un témoin oculaire, serait le catalyseur que ses rapports écrits n'avaient pas réussi à être. Il soutenait que voir et entendre un homme ayant survécu à l'atrocité finirait par briser l'inertie bureaucratique à Londres et à Washington. Il était convaincu que la force même de son expérience vécue pousserait les Alliés à intervenir. Le commandement de l'armée de l'intérieur rassembla toutes ces informations dans un rapport final complet destiné au gouvernement polonais en exil à Londres. Ce document représentait le tableau le plus détaillé d'Auschwitz jamais réalisé jusqu'alors. Il contenait non seulement le témoignage récent de Pilecki, mais aussi les renseignements corroborants du réseau Zeodo qui opérait encore à l'intérieur du camp. Malgré l'horreur accablante et la précision des informations, l'évaluation militaire du commandement de l'armée de l'intérieur demeura inchangée. Ils examinèrent la faisabilité d'une attaque contre le camp, soit par des partisans, soit par une frappe aérienne alliée, et conclurent à nouveau qu'une telle opération n'était pas réalisable. Les réalités stratégiques de la guerre. Les défenses redoutables du camp et le manque de ressources disponibles constituaient un obstacle insurmontable. La logique militaire qui avait auparavant rejeté le plan d'insurrection interne excluait désormais aussi une attaque extérieure. Une fois le débriefing terminé,
La mission de Pilecki à Auschwitz fut officiellement close. Il fut réaffecté à d'autres fonctions au sein de l'armée de l'intérieur. L'homme qui était volontairement entré en enfer et avait rapporté sa vérité au monde vit ses recommandations les plus urgentes mises de côté. Son témoignage personnel offrit à la résistance polonaise une compréhension sans précédent du fonctionnement du camp, mais il ne parvint toujours pas à déclencher la réponse militaire qu'il espérait désespérément. Les preuves étaient désormais irréfutables, mais la volonté d'agir faisait toujours défaut. L'échec n'était pas dû à un manque d'informations, mais à une question de priorité politique et militaire. Les rapports de Pilecki, ainsi que des renseignements provenant d'autres sources, parvinrent au bureau des dirigeants alliés en 1943 et 1944. Les informations étaient crédibles, mais elles entraient dans un processus de prise de décision dominé par l'immense complexité d'une stratégie de guerre mondiale. Les planificateurs militaires alliés avaient pour mission de vaincre les puissances de l'Axe, et chaque ressource était évaluée en fonction de cet objectif primordial. La puissance aérienne alliée était engagée dans une campagne de bombardement stratégique visant à détruire la capacité militaire et industrielle allemande. Les usines produisant des chars, des avions et des munitions étaient des cibles prioritaires. Il en allait de même pour les raffineries de pétrole qui alimentaient la machine de guerre allemande et les réseaux de transport qui déplacèrent ses troupes. Ces cibles étaient choisies pour leur impact direct sur le champ de bataille. Les perturber permettrait de raccourcir la guerre et de sauver la vie des soldats alliés. Dans ce contexte, un camp de concentration posait une question stratégique difficile. Les planificateurs militaires soutenaient que bombarder Auschwitz nécessiterait un type de mission spécifique. Ce n'était pas une cible adaptée à un raid de grande envergure mené à haute altitude. Les chambres à gaz et les crématoires étaient des structures relativement petites. Les atteindre exigerait des bombardements de précision à basse altitude, une tactique qui exposait les avions à un risque accru face aux défenses anti-aériennes allemandes. Les planificateurs débattaient de la faisabilité d'une telle mission et de la légitimité des pertes potentielles d'équipage et d'appareils. Le camp se trouvait également près de la portée maximale des bombardiers alliés basés en Italie. Ajoutant une difficulté logistique supplémentaire, certains responsables soulevèrent une autre préoccupation. Ils craignaient qu'un bombardement du camp ne tue les prisonniers même que les Alliés cherchaient à sauver. Une bombe mal placée pouvait frapper une baraque, provoquant un nombre important de morts et offrant à la machine de propagande nazie un outil puissant. Cet argument révélait cependant une incompréhension fondamentale de la fonction du camp. Ils considéraient Auschwitz comme une prison où des personnes étaient détenues, plutôt que comme une usine de la mort où des gens étaient systématiquement assassinés. L'argument donnait la priorité à un éventuel revers de propagande plutôt qu'à la certitude du génocide en cours. Il existait également une sous-estimation persistante des renseignements eux-mêmes. Certains responsables remettaient en question l'exactitude des rapports, trouvant difficile de concevoir l'ampleur des atrocités. La nature industrielle des meurtres, le processus à la chaîne de sélection, de gazage et de crémation était si étrangère à la guerre conventionnelle qu'elle suscitait souvent l'incrédulité. Le débat autour d'Auschwitz fut finalement marqué par une analyse glaçante du rapport coût-bénéfice. La vie de ceux qui étaient exterminés était pesée face à l'efficacité militaire, aux risques encourus par les équipages aériens et à la diversion de ressources d'autres cibles. Au final, la machine de la solution finale ne fut jamais désignée comme une cible militaire prioritaire. Les voies ferrées alimentant le camp, les chambres à gaz et les crématoires poursuivirent leur fonctionnement sans être entravées par les bombes alliées. La décision de ne pas agir fut le résultat d'une conjonction de facteurs. La priorisation stratégique, des préoccupations logistiques légitimes et un échec profond à saisir pleinement l'impératif moral de perturber la Shoah. Les Alliés disposaient des informations et, sans doute, des moyens. Ce qui manquait, c'était la volonté de redéfinir un objectif militaire pour y inclure la prévention d'un génocide. Cette inaction demeure l'un des aspects les plus controversés et tragiques de la stratégie alliée pendant la Seconde Guerre mondiale.
Que fait un homme qui a survécu à Auschwitz ensuite? Il continue de se battre. Pour Witold Pilecki, la fin de sa mission à l'intérieur du camp de concentration ne signifiait pas la fin de sa guerre. Lorsque l'insurrection de Varsovie a commencé le 1er août 1944, il a immédiatement rejoint le combat contre l'occupation allemande. Cette bataille à l'échelle de la ville fut le plus grand effort militaire entrepris par un mouvement de résistance dans l'Europe occupée par l'Allemagne pendant la guerre. Pilecki servit comme simple soldat dans le 2e bataillon Crowbury de l'armée de l'intérieur, combattant dans le quartier central de la ville. Son expérience de la guerre clandestine, acquise au cours de près de 3 années passées à Auschwitz, s'avéra inestimable dans les combats urbains chaotiques. Il participa à la défense d'une zone fortifiée connue sous le nom de Grand Bastion de Varsovie, un point stratégique clé. L'insurrection dura 63 jours, une lutte brutale caractérisée par des combats rue par rue contre une force allemande lourdement armée et impitoyable. Après l'effondrement de l'insurrection en octobre 1944, Pilecki fut capturé par les Allemands. Contrairement à son sort à Auschwitz, il fut alors classé comme prisonnier de guerre et envoyé au Stalag 8B, un grand camp de prisonniers de guerre à Lambsdorff, puis plus tard à l'Oflag 7A à Murnau. Ce statut lui offrait un certain degré de protection dont les prisonniers des camps de concentration n'avaient jamais bénéficié. Il resta en captivité jusqu'à la libération du camp par les forces américaines de la 12e division blindée, en avril 1945. Sa guerre, commencée en 1939, était enfin terminée. Il ne se reposa pas. Pilecki se mit immédiatement à travailler pour le 2e corps polonais, une unité des forces armées polonaises de l'Ouest sous commandement britannique. Il fut affecté au département du renseignement. Sa nouvelle mission consistait à rassembler des preuves et à rédiger des rapports sur les crimes de guerre allemands, en se concentrant particulièrement sur les atrocités commises à Auschwitz. Il interrogea d'anciens compagnons de captivité et documenta leurs expériences. Il considérait que ce travail était essentiel pour le règlement d'après-guerre et pour honorer la mémoire de ceux qui avaient péri. Il retourna dans une Pologne désormais sous influence soviétique. Le régime communiste soutenu par le gouvernement de Staline consolidait son pouvoir et considérait les héros de guerre attachés à l'indépendance, comme Pilecki, comme des menaces directes à leur autorité. Son engagement indéfectible en faveur d'une Pologne libre et souveraine, cause pour laquelle il s'était battu depuis le début de la guerre, faisait de lui un homme marqué. La nouvelle police secrète, le ministère de la Sécurité publique, commença à surveiller de près ses activités. Le travail de Pilecki après la guerre témoignait de son engagement de toute une vie à témoigner et à rechercher la justice. Même après avoir enduré des souffrances inimaginables, il est resté concentré sur la documentation de la vérité et la responsabilisation des coupables. Il aurait pu rester en sécurité en Occident, mais il a choisi de retourner dans sa patrie, conscient des risques. Ses actions après la libération étaient le prolongement du même code moral qui l'avait poussé à se porter volontaire pour Auschwitz. Il était déterminé à faire en sorte que les sacrifices de tant de personnes ne soient pas oubliés ou effacés par un nouveau pouvoir totalitaire. Cet engagement allait finalement définir le dernier chapitre de sa vie. Comment un héros de la résistance trouve-t-il sa fin? Pour Witold Pilecki, la réponse fut la trahison par la nation même qu'il avait combattue pour libérer. Après la guerre, la Pologne tomba sous le contrôle communiste, devenant un État satellite de l'Union soviétique. Le nouveau régime, installé et soutenu par Moscou, considérait les héros de guerre attachés à l'indépendance comme des menaces directes à leur autorité. Des hommes comme Pilecki, qui avaient fait preuve d'une loyauté indéfectible envers une Pologne libre, incarnaient une vision concurrente du patriotisme que les communistes cherchaient à éradiquer. En mai 1947, Pilecki fut arrêté par le ministère de la Sécurité publique, la police polonaise. Police secrète. Son arrestation faisait partie d'une campagne systématique visant à démanteler la résistance de guerre non communiste. Il fut soumis à un procès-spectacle brutal, une mise en scène soigneusement orchestrée pour éliminer un symbole du patriotisme polonais. Les accusations portées contre lui étaient entièrement fabriquées.
Il fut accusé d'espionnage au profit des puissances occidentales, de franchissement illégal de la frontière et de complot contre l'État. Le procès n'était pas une quête de justice, mais une purge politique. Pendant plus d'1 an, Pilecki fut emprisonné et torturé à la prison de Mokotów à Varsovie. Les interrogateurs cherchaient à briser sa volonté et à lui extorquer des aveux mensongers. Malgré la pression physique et psychologique extrême, il conserva sa dignité et défendit ses actes comme ceux d'un patriote. La procédure fut une sinistre parodie de justice avec une issue prédéterminée. Le 15 mars 1948, à l'issue d'un procès à huis clos, il fut condamné à mort. Witold Pilecki fut exécuté d'une balle dans la nuque le 25 mai 1948. L'exécution eut lieu dans les profondeurs de la prison de Mokotów. Son corps fut jeté dans une fosse anonyme, dont l'emplacement fut gardé secret par les autorités. Sa famille ne fut pas informée de son sort pendant des années. Ils furent laissés dans l'incertitude. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent la vérité sur son assassinat. Le but du régime n'était pas seulement de tuer l'homme, mais d'effacer sa mémoire. Son histoire fut systématiquement étouffée pendant des décennies, son nom retiré des récits officiels, ses actes héroïques niés. Pilecki fut assassiné par le régime communiste contre lequel il avait passé sa vie à lutter. Sa mort fut l'acte final d'une vie marquée par un courage et un sacrifice extraordinaires. Il avait survécu à Auschwitz pour être finalement tué par un autre système totalitaire. Le régime qui l'a exécuté cherchait à éteindre l'héritage de l'homme qui avait révélé la vérité sur l'Holocauste. Pendant plus de 40 ans, son histoire fut délibérément enfouie, un récit interdit dans le pays qu'il avait tout donné pour sauver. Son exécution fut une démonstration frappante de la nouvelle réalité politique de l'Europe de l'Est d'après-guerre, où les héros d'une lutte devenaient les ennemis de la suivante. Pendant plus de 40 ans, l'histoire de Witold Pilecki a été systématiquement supprimée par les autorités communistes en Pologne. Son nom a été effacé des histoires officielles. Ses actes héroïques ont été niés. La chute du communisme en 1989 a créé les conditions nécessaires pour que son héritage ressorte de l'ombre. Les historiens ont enfin eu accès aux archives d'État longtemps scellées, y compris les volumineux dossiers compilés par la police secrète. Les survivants qui connaissaient son rôle se sont sentis en sécurité pour parler ouvertement pour la première fois. En 1990, le nouveau gouvernement polonais démocratique l'a réhabilité à titre posthume. Sa condamnation à mort de 1948 a été déclarée nulle et non avenue. Il a été officiellement reconnu comme un héros de la résistance polonaise. Les mêmes dossiers que le régime communiste avait utilisés pour le condamner servaient désormais de témoignage à son courage. Les procès-verbaux des interrogatoires ont révélé un homme qui a refusé de se laisser briser, qui a défendu ses actes comme un devoir patriotique jusqu'à la fin. Sa réhabilitation officielle fut un acte national de contrition, une tentative de rendre son honneur à un homme assassiné par un système corrompu. Aujourd'hui, il est reconnu comme un héros national en Pologne. Des monuments ont été érigés en son honneur. Des écoles portent son nom. À l'international, les historiens reconnaissent sa mission comme un acte de courage moral sans égal. L'Institut Pilecki a été fondé à Varsovie pour poursuivre la recherche sur les crimes totalitaires du XXe siècle, afin que les leçons de cette époque ne soient pas oubliées. Ces rapports détaillés, autrefois censurés, sont aujourd'hui des documents fondamentaux pour les spécialistes de la Shoah dans le monde entier. Ils offrent une perspective inégalée, au plus près du terrain, sur la transformation du camp en usine de mort. Son histoire demeure un défi permanent à l'indifférence. Elle oblige à se confronter à des questions difficiles sur la responsabilité du monde, à agir face à l'atrocité. Il a démontré que le courage d'un seul individu peut percer le voile même du régime le plus strictement contrôlé. Sa vie et sa mort témoignent du lourd tribut souvent payé pour la vérité. Il s'est porté volontaire pour l'enfer, en a documenté le fonctionnement et a finalement été exécuté pour sa fidélité à une Pologne libre. Après des décennies de suppression délibérée, l'héritage de Witold Pilecki a été pleinement réhabilité.
L'homme que les communistes ont tenté d'effacer est désormais inscrit dans l'histoire comme l'un des plus grands héros de la Seconde Guerre mondiale. Sa mission demeure un exemple unique de sacrifice volontaire au nom de la vérité. Il a fourni au monde les premières preuves complètes de l'Holocauste, remplissant son objectif militaire contre toute attente. La réhabilitation de son nom représente une victoire de l'exactitude historique sur la manipulation politique. Elle garantit que la mémoire de son courage et la vérité qu'il a portée perdureront. La mission de Witold Pilecki demeure un acte unique de défi face au mal absolu. Il a apporté la première preuve incontestable de l'Holocauste à un monde qui peinait à en comprendre l'ampleur. Son histoire pose de façon permanente la question de la responsabilité d'agir face à l'atrocité. Les preuves ont été fournies avec un souci du détail méticuleux. La décision ultérieure de ne pas intervenir demeure l'un des héritages les plus profonds et troublants de la guerre. Le plus grand honneur que nous puissions rendre à Witold Pilecki est de se souvenir de son nom, d'étudier son rapport et de ne jamais oublier la vérité pour laquelle il a tout sacrifié afin de la révéler. Si cette histoire vous a ému, interpellé ou aidé à voir la Seconde Guerre mondiale différemment, ce serait un honneur de vous compter parmi notre communauté grandissante. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une façon de soutenir des histoires puissantes, des voix oubliées et davantage de vérité du passé. Alors, si vous pensez que ces histoires comptent, cliquez sur le bouton d'abonnement et continuons ensemble ce voyage. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire. Nous lisons chacun d'entre eux et nous aimons découvrir vos réflexions. Jusqu'à la prochaine fois, continuez d'explorer l'histoire avec Epic War. Continuez à poser des questions. Continuez à chercher la vérité.